Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en cette fin de semaine sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Bientôt le retour en classe pour l'ensemble des élèves du lycée Albert Ier. Des modules ont été installés pour composer des salles de cours provisoires. Reportage à suivre dans quelques instants. Et parmi ces lycéens, certains sont concernés par Parcoursup. La formulation des vœux est ouverte depuis le 19 janvier jusqu'au 12 mars. Comment fonctionne cette plateforme? Comment faire un choix dans toutes les offres proposées? Valérie Lemonnier sera notre invitée. Dans ce journal, nous irons à Davos, en Suisse, où s'est rendu le prince Albert II pour le World Economic Forum, puis à Jeddah, en Arabie Saoudite, où vient de débuter la nouvelle saison du E1 Series. Maxime Nochet, pilote du Team Monaco, nous livrera ses impressions. Puis nous montrons à bord du Capricorne, ce navire de la Marine nationale fait actuellement escale en Principauté. Et enfin, après l'Or du Rhin, l'an dernier, l'Opéra de Monte-Carlo présente la Valkyrie de Richard Wagner avec, vous le verrez, une distribution haut de gamme. Retour en classe prévu lundi pour la totalité des élèves du lycée Albert Ier. Vous le savez, depuis le 5 janvier dernier, ils suivent en grande partie leurs cours en distanciel. Ils vont pouvoir poursuivre leur scolarité dans des salles de classe provisoires et cette fois-ci, tous en présentiel. Des modules ont été installés sous la passerelle Württemberg, non loin du collège Charles III. Cet après-midi, le ministre d'État a pu visiter ces locaux avant l'arrivée des lycéens lundi. Le reportage de Fabien Bonilla. Le premier bâtiment modulaire a été posé dans la nuit il y a à peine une semaine. 7 jours plus tard, le ministre d'État visite les locaux de ce qui constituera à partir de lundi le nouveau lycée Albert Ier, en attendant de réintégrer leur lycée définitivement sur le Rocher. C'est un véritable défi que vient de relever la direction des bâtiments publics. Sur ce site où il n'y avait rien reposent désormais 2 bâtiments de 3 étages chacun, soit 72 bungalows en tout, qui représentent 21 classes, des bureaux administratifs, une infirmerie et des sanitaires. À l'issue de sa visite, le ministre d'État a tenu à saluer et remercier l'ensemble des intervenants pour avoir pu construire un lycée en si peu de temps. Mon objectif aujourd'hui est double. C'est d'abord de m'assurer avec les membres du gouvernement concernés que les locaux seront effectivement disponibles pour la rentrée le 26 janvier prochain. Nous avions annoncé cette date pour permettre le retour en présentiel de tous les élèves du lycée Albert Ier. Et c'est le cas puisque aujourd'hui, les locaux sont disponibles, fonctionnels et ont été aménagés dans un temps record par les équipes qui se sont mobilisées dans cette perspective. Et c'est précisément la deuxième raison pour laquelle je souhaitais venir aujourd'hui. C'était pour exprimer tous mes remerciements et ma gratitude au service de l'administration, à toutes les équipes qui ont été à la manœuvre pendant ces 3 semaines pour préparer les conditions d'installation. D'abord dans les locaux de l'ISM, puis également dans les locaux disponibles dans les 2 établissements scolaires Régnier III et Charles III, et puis ici sur le site de Fontvieille qui a été retenu pour pouvoir permettre d'accueillir des bâtiments modulaires qui sont fonctionnels, qui sont équipés pour permettre une scolarité normale. Et c'était, je crois, très attendu, à la fois par les lycéens eux-mêmes, mais également par les enseignants. Et c'est un motif pour moi de grande satisfaction. Et je venais donc aujourd'hui l'exprimer à l'occasion de cette visite. Des travaux de jour comme de nuit et même ce week-end pour les dernières finitions. Le dernier module a été livré dans la nuit d'hier. Actuellement en cours d'aménagement intérieur. Toute la détection incendie a déjà été installée, mise en service ce matin par le fabricant. Et donc on a de l'aménagement intérieur, table et chaises comme vous pouvez le voir dans cette salle qui a déjà été bien aménagée. Et nettoyage pour les quelques aménagements extérieurs qui restent sur les éléments de sécurité, de garde-corps, de rampes d'accès pour les PMR toujours. Et là, on est vraiment sur la dernière ligne droite, mais qui est dans une ambiance un petit peu plus détendue. Lors de cette visite, des représentants de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports étaient présents pour découvrir ces nouveaux locaux. Ça a été une vraie course contre la montre et les services de l'État ont vraiment joué un rôle très important. Tout le monde a été réactif. Et donc on peut annoncer aujourd'hui que tous les élèves lundi prochain seront en présentiel, ce qui était vraiment très important, très attendu. Donc on est très satisfaits, voire même soulagés. Retour en présentiel pour les lycéens ce lundi. L'établissement est fonctionnel, mais une attention particulière sera apportée sur la décoration durant les prochaines vacances dans quelques semaines.
Et parmi ces lycéens, des élèves de terminale sont concernés par Parcoursup. La saisie des vœux sur la plateforme a démarré depuis le lundi 19 janvier. Plus de 25 000 formations de l'enseignement supérieur y sont proposées. Mais comment faire un choix dans toutes ces offres et comment fonctionne Parcoursup? Pour vous guider au mieux dans vos démarches, Valérie Lemonnier, conseillère en orientation au lycée Albert Ier, est en duplex avec nous. Bonsoir Valérie Lemonnier. Bonsoir Émilie Rousseau. Vous allez pouvoir nous éclairer sur tout ce processus. Il s'agit bien là d'une nouvelle étape pour les lycéens, assurément la plus importante car c'est déjà pour eux le moment de formuler leurs vœux d'orientation. Alors pour rappel, Parcoursup, c'est une plateforme nationale d'admission de l'enseignement supérieur en France qui centralise près de 25 000 formations. Depuis lundi dernier, les lycéens de terminale ont la possibilité de créer un compte sur Parcoursup et d'enregistrer leurs vœux de formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement le processus? Comment les lycéens formulent leurs vœux en ligne sur Parcoursup? Alors concernant la procédure, si un élève se réveille le 13 mars au matin et souhaite enregistrer un nouveau vœu de formation, cela ne sera plus possible. Ensuite, ils auront jusqu'au 1er avril 2026, 23h59 précisément, pour finaliser leur dossier Parcoursup, compléter chacune des rubriques, faire la remontée de tous leurs bulletins trimestriels depuis la classe de seconde et confirmer leurs vœux. Très important, confirmer les vœux avant le 1er avril minuit. Le 2 juin s'ouvrira la phase principale d'admission. Donc c'est une phase qui consiste à connaître les réponses des établissements, donc aux candidatures des jeunes. Donc chaque jeune, le 2 juin, se connectera sur son dossier Parcoursup et prendra connaissance des réponses des établissements. Il faudra bien respecter les délais de réponse qui seront affichés clairement en face de chacune des propositions d'admission. Pour tous les jeunes qui auront des candidatures classées en liste d'attente, il faudra impérativement les classer par ordre de préférence du 5 au 8 juin. Et ça, c'est très important. S'ils n'effectuent pas cette étape intermédiaire, ils encourent le risque de perdre toute leur candidature. Et puis, pour finir, la dernière démarche, une fois qu'ils auront leur bac en poche, qu'ils auront validé définitivement une proposition d'admission, il leur restera à s'inscrire donc dans leur futur établissement de formation. Et pour cela, ils auront un lien de connexion qui sera envoyé donc lors de la validation définitive de leurs vœux. Alors, l'orientation post-bac est particulièrement sélective. On dit souvent qu'il est important de multiplier ses vœux. Combien de vœux peuvent être formulés ? Donc, le lycéen a la possibilité de formuler 10 vœux en formation initiale, 10 vœux en formation par apprentissage et également possibilité de formuler jusqu'à 20 sous-vœux. Alors, les sous-vœux ne concernent que les formations de même spécialité en BTS, en BUT, DCG, les mêmes mentions pour les diplômes nationaux des métiers d'art et de design, de même voie d'études pour les prépas. En revanche, les sous-vœux ne concernent pas toutes les demandes universitaires, de parcours universitaires, y compris les parcours santé, en LAS et en PASS. Elle ne concerne pas donc cette règle des sous-vœux les écoles nationales supérieures d'architecture, ni les concours communs d'accès aux IEP ou aux écoles de commerce ou aux écoles d'ingénieurs. On va prendre un exemple, un élève qui souhaiterait donc participer au concours GEPI Polytech, qui s'ouvre sur plus d'une trentaine d'écoles d'ingénieurs. Il a la possibilité donc de cocher, par exemple 20 ou 25 écoles d'ingénieurs, donc qui relèvent de ce concours commun. Et le décompte, ça sera un seul vœu et pas de sous-vœu. Valérie Lemonnier, Parcoursup existe depuis 8 ans maintenant. La plateforme a évolué depuis, elle s'est enrichie. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année ? Oui, alors des nouveautés. D'abord, concernant les fiches de formation, elles ont été considérablement enrichies par des données, ce qui permet d'aider les élèves à mieux choisir ou à faire des choix éclairés, et notamment en consultant le profil des admis des années précédentes. Et ça leur permettra de faire donc une comparaison avec leur propre profil. Dans le profil des admis, donc, vous trouverez cette information-là dans la rubrique chiffres d'accès à la formation, et il est clairement précisé donc les spécialités que ces jeunes avaient quand ils ont intégré la formation et aussi dans quel intervalle de notes ils se situaient.
Justement, comment vous accompagnez les lycéens dans cette démarche ? Alors comment on accompagne ? D'abord, on a fait plusieurs séances d'exploration de la plateforme Parcoursup, et ce, depuis la classe de seconde. Ça leur permet de se familiariser avec le fonctionnement de cette plateforme. Ensuite, on leur demande d'identifier les caractéristiques des formations, donc de se saisir, des contenus d'enseignement, des critères d'examen, des dossiers, d'analyser très finement le profil des admis et de se comparer, et qui se comparent avec leur propre profil. Sachez que vous avez le Centre d'information de l'éducation nationale aussi qui est prêt à vous accueillir, et à ce propos, le CIEN organise des rencontres thématiques, et l'une d'entre elles portera sur Parcoursup, et elle se tiendra le 7 mars, samedi 7 mars prochain. Eh bien, merci beaucoup Valérie Lemonnier de nous avoir éclairé sur Parcoursup. On précise également que des vidéos explicatives sont disponibles sur la plateforme et que Mon Projet Sup peut aider les lycéens dans leur orientation. Les conseillers d'orientation sont aussi de très bons guides. Merci Valérie Lemonnier. Merci Émilie Rousseau. En Suisse, après une semaine de vifs débats, le World Economic Forum a refermé ses portes aujourd'hui à Davos, une 56e édition placée sous le thème de l'esprit de dialogue. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II était présent à ce rendez-vous hier où il a pris la parole lors d'une session autour de l'économie bleue. Une façon de réaffirmer l'engagement de la principauté pour la préservation de l'océan. Et cette semaine à Davos aura également été marquée par la 2e édition du Monaco Day, une journée d'échange qui aura permis notamment de promouvoir le modèle monégasque en établissant de nouvelles connexions. Le Prince Albert II dresse le bilan de la présence de Monaco à Davos au micro de Théo Schumer et Sylvain Péroumal. C'est un bilan très positif. Il y a eu une très belle table ronde sur l'économie bleue avec des grandes personnalités comme Marie-Christine Lagarde, comme M. Ray Dalio, qui est un grand financier, comme M. Peter Thompson, qui est l'envoyé spécial des Nations Unies pour les océans, et d'autres membres de l'économie bleue. Et donc, on a pu aborder, bien sûr, un petit peu dans la continuité du Blue Economy and Finance Forum que nous avons pu organiser à Monaco avant la conférence des Nations Unies sur l'océan, à Nice en juin dernier. Donc, il fallait continuer ce dialogue pour voir quelles étaient vraiment les perspectives et aller un peu plus dans l'action et dans ce que l'on pouvait envisager à l'avenir. Et notamment, j'ai pu annoncer aussi qu'il y aurait une suite à ce Blue Economy and Finance Forum qui sera au mois de mai prochain, les 28 et 29 mai. Quand on est ici à Davos, c'est aussi l'occasion de rencontres quelquefois inopinées et puis de pouvoir créer ou alimenter le réseau que l'on se fait avec des décideurs internationaux. Et puis, au Monaco Day, qui a rassemblé 500 personnes, ça a un très beau retentissement, un très bel écho. Et je crois que ça participe aussi à l'attractivité de la principauté, à sa renommée, à son positionnement comme un espace de dialogue et de vitrine, si vous voulez, de l'économie de la principauté. Ce forum se déroule cette année dans un contexte géopolitique extrêmement tendu. J'imagine que vous avez suivi la tribune du président américain Donald Trump hier au Congrès. Quel regard portez-vous sur son bras de fer avec ses propres alliés européens et puis ses revendications autour du Groenland en tant que prince? Écoutez, je crois que tout le monde est assez atterré et assez attristé par le discours du président Trump et par cette mégalomanie un petit peu exacerbée. Mais je crois qu'il faut rester solidaire en Europe. Il faut que, même si, place du point de vue de la principauté, même si nous ne sommes pas membres de l'Union européenne, nous sommes un pays européen et nous devons absolument soutenir toutes les actions, toutes les réflexions qui peuvent renforcer la position de l'Europe. Il faut tout faire pour que le Groenland garde son indépendance et garde son intégrité, mais aussi, je pense qu'il faut recréer cet espace là aussi, un espace de dialogue avec les États-Unis. Et je crois que c'est une période, bien sûr, extrêmement difficile. Je pense que on va aller vers un apaisement. En tout cas, tout le monde le souhaite.
Mais ce qui s'est passé ici à Davos, c'est tout simplement assez surréaliste. Connaissez-vous le E1 Series? Ce championnat a été lancé en 2024 et réunit des bateaux 100% électriques. La nouvelle saison qui regroupe 9 écuries a été lancée aujourd'hui à Jeddah, en Arabie Saoudite. Et parmi les équipages, on retrouve pour la première fois le Team Monaco, composé notamment de Maxime Nocher. 11 fois champion du monde de catchfoil, il se lance dans une nouvelle aventure et est avec nous depuis Jeddah. Bonsoir Maxime Nocher, vous avez donc fait vos débuts en E1 Series aujourd'hui. Comment qualifier ce championnat et qu'est-ce qui le rend différent comparé à d'autres compétitions? C'est la première fois qu'on fait ce championnat, ça fait 2 ans que ça existe. C'est quelque chose qui est 100% électrique sur foil. Moi j'ai fait ma carrière sur les foils olympiques. Et là, c'est cool de revenir sur ce support volant et qui prône l'écologie. Alors avec Oban Duncan, vous êtes donc l'un des pilotes de ce Team Monaco. Quelles sont vos ambitions cette saison et qu'est-ce que cela représente pour vous de faire partie de cette aventure? C'est vrai que Team Monaco, c'est un team qui vient juste de commencer. On est tout nouveau bateau, nouveau setting. Là, c'est la première fois qu'on est ici à Jeddah. Le but, c'est de trouver des bonnes sensations, de régler le bateau. À chaque session, on arrive à aller plus vite. C'est super positif. Et voilà. Par rapport aux autres teams qui ont 2 ans d'expérience, c'est vrai que c'est un peu dur, mais on s'accroche et on tient. Maxime, la nouvelle saison de ce championnat a donc été lancée à Jeddah. Quelle est l'atmosphère sur place et comment décrire le cadre de ce premier week-end de course? C'est super d'être ici. C'est vrai que la venue est vraiment géniale. L'Ocean Club pour les VIP est énorme. Il y a beaucoup de fans et on est vraiment tous contents d'être ici. C'est vrai qu'avec le team, on s'est connus. Il y a une semaine, personne ne se connaissait. Il y a 20 personnes qui arrivent ici au milieu de nulle part. Mais au final, tout le monde s'entend très bien. Une bonne atmosphère et on est prêt à donner le maximum. Eh bien, merci beaucoup Maxime Nocher. On suivra bien évidemment vos résultats de près. Thank you. C'est un tout autre bolide qui a été présenté officiellement aujourd'hui. Ferrari a dévoilé sa nouvelle monoplace. Elle est la première d'un nouveau cycle réglementaire, une nouvelle ère technique pour la Formule 1 et Ferrari. La SF26 effectuera plusieurs tours de piste dès lundi prochain à Barcelone où se tiendra la toute première session d'essais hivernaux en compagnie des autres écuries. En basket, la Roca Team s'est inclinée face au Real Madrid en Euroleague hier, 90-78. Après une première mi-temps à oublier, les Monégasques n'auront pas été à la hauteur de ce choc de haut de tableau. Terry Tarpey, l'ailier de la Roca Team, a confié en fin de rencontre qu'il a manqué beaucoup de choses. C'est un mauvais match, a-t-il ajouté. Nous avons de grands objectifs pour la fin de saison. Il va falloir montrer un autre visage. Fin de citation. Eux aussi doivent montrer un tout autre visage sur le terrain. Les joueurs de Sébastien Pocognoli se déplacent au Havre ce samedi pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Ils restent sur une série de 7 défaites en 8 matchs en championnat. Et après la lourde défaite face au Real Madrid en Ligue des Champions, une réunion de crise a eu lieu après la rencontre à Madrid. L'entraîneur monégasque a réagi en conférence de presse aujourd'hui avant d'aborder ce match face au Havre. Il y avait une bienveillance dans ce meeting de stimuler tout le monde, d'être bien sûr clairvoyant sur la situation, mais surtout pas de réveiller, mais de continuer à faire plus, de travailler dans chaque détail un peu plus, et de persévérer, de certainement amener encore plus de rigueur, que ce soit dans tous les départements. Donc ça, c'est d'avoir une prise de conscience générale, même si je pense qu'elle est bien présente, mais aussi de la combiner à un esprit positif, parce que souvent quand ça va mal, on peut aussi tourner le dos à certaines choses et on doit faire en sorte, surtout maintenant, que ça ne se passe pas. D'où certainement ma communication positive qui peut être perçue par moment, je pense qu'elle a été très mal perçue après le dernier match. Ma communication est justement dans le sens où il faut avoir confiance, continuer, fixer les problèmes qui sont bien présents. J'en ai bien conscience. Je suis très pied-à-terre par rapport aux problèmes.
Et moi-même, je me remets en question après chaque match, chaque entraînement et chaque semaine. Parce qu'on est dans un contexte où il va falloir avoir une réaction très rapide. Donc le match en lui-même est d'une importance très haute pour se relancer. Donc je pense qu'il n'y aura pas de laxisme par rapport à la manière à laquelle on va aborder le match. Le Havre-Monaco, c'est ce samedi à 19h. Nous vous emmenons à bord d'un navire bien particulier qui fait escale actuellement en principauté. Le Capricorne est un chasseur de mines et avec ses 51 mètres de long, il ne passe pas inaperçu. Le prince Albert II a pu visiter ce vendredi ce bâtiment de la Marine nationale. Le reportage de Chrisinda Petit-Homel et Alexa Vial. Il s'agit de la première escale de la Marine nationale française en principauté cette année, une visite qui s'inscrit dans une année hautement symbolique marquant les 400 ans de la création de la Marine française. Accueilli par le capitaine, le prince souverain est monté à bord du navire Le Capricorne où il a reçu les honneurs et découvert ses équipements, dont un caisson hyperbare et des mini-drones sous-marins PAP. Long de 51 mètres, ce chasseur de mines tripartite compte 51 marins et est dédié à la sécurisation des espaces maritimes. Nous sommes constitués d'un équipage avec des plongeurs démineurs qui sont spécialisés dans le domaine du déminage. Puis ensuite, on rencontre également à bord l'ensemble des métiers qui peuvent exister, parce qu'on a besoin de mécaniciens, on a besoin de gens qui savent faire naviguer le bateau, des télécommunications, la cuisine bien évidemment. Donc on est une petite société au sein de ce bateau. Les missions que nous faisons sont la mission de déminage bien évidemment, la sécurisation du milieu maritime, la totalité des missions que peuvent faire l'ensemble des bateaux de la Marine nationale, de la coopération bien évidemment, notamment de la coopération que l'on réalisera lors de cette escale avec la police monégasque, avec un échange de procédés, de process qui seront effectués sur l'épave, le Toulonnais, qui se trouve devant le musée océanographique. À travers cette visite, le souverain a salué le savoir-faire et l'engagement de l'équipage au service de la sécurité maritime, avec une émotion particulière liée à son service militaire effectué au sein de la Marine française. J'avais déjà été sur des chasseurs de mines, mais c'est vrai que c'est des bâtiments qui sont très différents de ceux sur lesquels j'avais navigué lors de mon stage dans la Marine nationale, il y a bien longtemps maintenant, mais voilà, c'est toujours une belle découverte, une belle redécouverte, et surtout en cette année de 2026 qui marque le 400e anniversaire de l'édit d'octobre 1626 qui officialisait la Marine nationale française. Le Capricorne est donc le premier bâtiment de la Marine nationale à venir visiter Monaco à l'occasion de ce 400e anniversaire. Donc c'était une belle façon de le commémorer avec eux. Lundi, vous l'aurez donc compris, l'équipage du navire Le Capricorne rencontrera la police maritime monégasque pour une plongée sur l'épave du Toulonnais, une escale illustrant ainsi une nouvelle fois les liens étroits entre la principauté de Monaco et la France, notamment dans le domaine naval et militaire. Voilà pour la visite du Capricorne. Focus à présent sur un accord qui célèbre cette année ses 50 ans. L'accord Ramoge est un traité qui a la particularité d'associer la France, l'Italie et Monaco pour une mission commune, préserver la biodiversité et lutter contre les pollutions marines. Jeudi, les délégations des 3 pays se sont retrouvées au ministère d'État pour une nouvelle réunion de la commission. Les détails de Sarah Inkari et Camille Caloni. Une 58e réunion de la Commission à Monaco, mais menée par l'Italie, car c'est elle qui assure la présidence de l'accord pour la période 2025-2026. Per l'Italia è un onore rappresentare un accordo che ha una valenza strategica per il Tirreno, per l'Alto Tirreno, proprio perché rappresenta l'accordo uno dei principali e più riusciti esempi di cooperazione tra 3 paesi, quali il Principato di Monaco, la Francia e l'Italia, attraverso il quale è stato possibile costruire un sistema stabile e efficace di protezione del mare e delle coste in un'area che risulta essere tra le più sensibili e frequentate.
Parmi les temps forts à venir, le 50e anniversaire de l'accord. Des initiatives sont en cours d'organisation. Parmi elles, un exercice d'envergure prévu à Monaco au mois de juin. Cet exercice qui s'appelle Ramosh-Pol est un outil opérationnel des accords Ramosh qui permet aux 3 États limitrophes, Italie, France et Monaco, de travailler ensemble lors d'une pollution. Donc, par exemple, une pollution intervient dans un pays qui sent que la pollution va prendre de l'ampleur et risque de déborder sur l'autre pays et donc sollicite les 2 autres États à apporter leur concours matériel et opérationnel pour lutter contre cette pollution. Depuis 50 ans, Ramosh, c'est des actions concrètes menées sur le terrain pour lutter contre la pollution marine, mais aussi et surtout un vaste travail de sensibilisation du public, car c'est bien collectivement que la protection de la Grande Bleue peut s'organiser. Aujourd'hui, Santé publique France révèle qu'1 enfant sur 6 en primaire est victime d'harcèlement scolaire. Un chiffre alarmant qui préoccupe la principauté et qui ne touche pas malheureusement que les écoles. Dans le cadre de son plan santé mentale lancé en 2022, le gouvernement princier a organisé une journée de formation au lycée Régnier 3 qui concernait les élèves mais aussi le personnel de direction des établissements scolaires. Le reportage de Christina Petit-Homel et Thomas Deus. Cette formation s'inscrit dans le programme phare, un dispositif national de lutte contre le harcèlement scolaire déjà déployé à Monaco, qui repose sur le repérage, le signalement et le traitement des situations à risque afin de garantir un climat scolaire serein et protecteur. Dès la matinée, des élèves délégués venus des établissements du secondaire de la Principauté ont été accueillis au lycée Régnier 3 pour participer à cette rencontre. Sensibilisation, échange et prise de parole. L'objectif, permettre aux élèves de mieux identifier les situations de harcèlement et de devenir acteurs de la prévention au sein de leur établissement. Aux élèves, le message, c'est véritablement de rompre l'isolement. C'est vrai qu'un élève qui voit peut-être quelquefois un autre élève isolé, qui voit un autre élève triste, qui voit un autre élève un petit peu bousculé, brimé, insulté. Déjà de faire alliance, d'aller simplement s'asseoir à la cantine à côté, d'aller simplement soutenir, même si quelquefois les élèves ne se sentent pas en capacité d'aller parler à un adulte. Le premier message, c'est de rompre l'isolement. Ça déjà, je pense que ça peut faire pousser les ailes. Quant aux adultes, c'est ne pas minimiser les signaux faibles et sur ce qu'on appelle les signaux faibles, mais qui ne sont pas si faibles que ça. Et c'est surtout de se sentir concerné. L'après-midi, après les élèves, ce sont les chefs d'établissement et les responsables éducatifs qui ont été formés. Une étape essentielle pour renforcer les protocoles existants, coordonner les équipes et mieux accompagner les élèves victimes de harcèlement. On n'est pas plus protégé qu'ailleurs. Pour les chiffres, l'année scolaire précédente, nous avons eu 36 cas de harcèlement avérés. Et donc, dans chaque établissement, il y a un protocole de prévention, surtout. Tous les élèves ont entendu parler de harcèlement. Il y a des manifestations faites pour la prévention. Là, cette fois-ci, on forme les élèves et les adultes à la lutte contre le harcèlement. C'est-à-dire qu'il y a un programme, donc le programme phare, qui est un programme national en France. C'est un programme de lutte contre le harcèlement, ce qui est assez rassurant finalement, parce que qui dit programme dit qu'il y a des techniques, des méthodes, des stratégies pour lutter contre le harcèlement. Et donc on va leur donner ces outils pour pouvoir réagir. Donc il s'agit d'identifier, de signaler en bonne et due forme et de traiter les cas de harcèlement de manière efficiente. En Principauté, plusieurs enfants sont donc aujourd'hui concernés par ces situations. Cette mobilisation conjointe des élèves et des adultes marque ainsi une avancée majeure dans la prévention du harcèlement scolaire et rappelle que la lutte passe avant tout par l'écoute, la formation et l'action collective. Parlons à présent du projet ambitieux de l'Opéra de Monte-Carlo. Il s'est engagé l'an dernier à donner en 4 ans les opéras de la tétralogie de Wagner. C'est donc la Valkyrie qui est présentée sur scène à partir de ce soir. Un drame lyrique en 3 actes avec une distribution de classe internationale. José Sacré vous en dit plus.
Dans son ambitieux projet de monter en 4 saisons consécutives la tétralogie de Wagner, après L'Or du Rhin l'an dernier, l'Opéra de Monte-Carlo présente jusqu'au 29 janvier la Valkyrie de Richard Wagner. Avec une distribution haut de gamme, les musiciens du Prince Monaco sous la direction de Gianluigi Capuano, dans une mise en scène de Davide Livermore, talentueux créateur d'images, toujours au service du compositeur et de son œuvre. Mais respecter veut dire aimer. Et aimer ne veut pas dire ne prendre pas une place intellectuelle. Veut dire choisir, faire des choix et accepter aussi que ce choix doit aller dans la direction d'être servant de la partition, mais en même temps à travers qu'est-ce que c'est ma art et l'art de tous mes collaborateurs. Nous voulons prendre l'œuvre, nous voulons redonner la vie à cette œuvre, aussi merci à une vision et une lecture musicale exceptionnelle de Maestro Capuano. C'est magnifique pour moi parce que les chanteurs, dans l'idée philologique, retournent à être pas seulement chanteurs, mais sont acteurs, sont chanteurs, sont agents agents de transmission de l'émotion et la création du personnage, pas la préoccupation de l'aigu de la ligne, dans la ligne du chant, mais on fait de théâtre. Une dernière information avant de refermer ce journal, le casino de Monte-Carlo et le casino du Café de Paris distingués à Barcelone. Les 2 établissements de jeu de la Société des Bains de Mer ont reçu le prix du Best Overall Casino, la plus haute distinction des European Casino Awards. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo de Christina Petit-Homel qui nous dévoilera les prévisions, notamment pour la super spéciale du rallye Monte-Carlo qui sera à suivre en direct sur Monaco Info à partir de 18h30. On se retrouve juste après pour votre après-JT. Bonsoir à tous, la météo pour ce samedi 24 janvier à Monaco, une journée contrastée avec des températures comprises entre 8 et 12 degrés. Le matin sera plutôt lumineux avec de belles éclaircies. En revanche, le ciel se chargera à l'après-midi, laissant place à davantage de nuages et un risque de pluie en fin de journée. Et puis sinon, demain, nous fêterons les François. À ce sujet, une citation de Saint François de Sales, « Rien n'est si fort qu'une douceur patiente », une pensée qui colle bien à cette météo de janvier calme mais plutôt changeante.